Dans la série Questions contemporaines, l'émission philosophie de Blandine Kriegel est consacrée aujourd'hui à République et communautarisme avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Merci, cher Philippe Sinclair, à la régie et notre ami à la réalisation, pardonnez-moi, Philippe, et notre ami à la régie. Et donc, en effet, n'est-ce pas, nous allons aborder cette question qui est tout à fait contemporaine, s'il en est, puisque, en vérité, n'est-ce pas, le débat sur les communautés, le communautarisme, et ses revendications est reparti de plus belle. Vous en êtes d'accord avec moi, cher Alexis, avec la décision du maire de Grenoble d'ouvrir les piscines publiques à la burqa. Quelle place donc peut-on faire au communautarisme dans la République française? Ses principes et son orientation, au fond, de la République doivent être calqués sur les expériences américaines, la République américaine. Et si vous le voulez bien, nous allons essayer d'éclairer, au fond, les attendus de cette première interrogation qui existe parmi nous et nos lecteurs, en lisant des extraits de la Constitution. Et nous comptons évidemment sur vous, cher Alexis. On vous écoute. Extrait de la Constitution de la Ve République, 4 octobre 1958. Préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. Article 2. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, ainsi que par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leur activité librement, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Merci beaucoup, Alexis. Alors, en effet, eh bien, nous avons ici, n'est-ce pas, quelques principes fondamentaux de notre Constitution qui méritent d'être commentés. D'abord, le préambule, qui rappelle que, au fond, les fondamentaux de la Constitution, c'est la garantie des droits de l'homme et c'est le principe de la souveraineté nationale. Ensuite, cet article 2, qui, après avoir défini les attributs de la République, c'est-à-dire son caractère indivisible, la laïcité, excusez-moi, la laïcité, je me relis pas bien, et la démocratie, bien sûr, et en fait, le caractère évidemment social de la République, il en découle un principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens. Et là, il faut souligner cette phrase, puisqu'elle est au cœur peut-être de notre débat, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Bien sûr, on y ajoute le respect de toutes les croyances. Alors, pourquoi je vais m'arrêter un instant sur cet article 2? Parce que dans cet article, eh bien, s'affirme quelque chose de la singularité française par rapport à la tradition américaine ou anglo-saxonne anglaise. Et chacun sait en effet que les rapports du religieux et du politique, des religions et de la politique, ont été redéfinis en Europe au temps moderne dans le sens d'une sécularisation. D'ailleurs, on retrouve ce mot dans toutes les républiques démocratiques occidentales, lié évidemment à la reconnaissance du caractère désormais irrésistible de la division définitive, n'est-ce pas, des divisions religieuses, protestants et catholiques, insertion arrivée d'une première communauté qui n'était pas chrétienne, la communauté juive, sans oublier aujourd'hui, évidemment, la communauté musulmane, enfin la religion musulmane, la seconde en nombre en France. Mais cette sécularisation, il faut bien le dire, a pris des tours très différents dans le monde anglo-saxon, d'abord puis américain. Car en fait, dans ce monde-là, elle s'est appuyée, qui était dominée par une majorité protestante. La sécularisation, au fond, s'est effectuée en reconnaissant deux choses tout à fait fondamentales. D'une part, le droit des minorités et en s'appuyant sur les libertés des individus.
Et il faut reconnaître que dans bien des cas, cette orientation a favorisé les libertés, mais aussi l'implantation de communautés différentes, vivant quelquefois sur des règles également différentes, et accompagnées dans ces pays dont je parle, d'abord de la ségrégation, notamment des Noirs et des Amérindiens, enfin des Afro-Américains et des Amérindiens, et même en Afrique du Sud, chacun le sait, puisque ça a marqué notre génération, de l'apartheid. Dans la France métropolitaine, en revanche, l'orientation des textes de droit constitutionnel, eh bien, depuis, on peut dire, l'édit de Nantes, la sécularisation s'est effectuée d'une façon tout à fait différente, puisqu'elle s'est établie sur la neutralité de l'État et la reconnaissance des croyances religieuses comme relevant d'une sphère de la société, d'une sphère civile, voire plus tard privée, conduisant à ce qu'on a appelé, un mot nouveau qui n'existe pas, la laïcité. Ajoutons que ni la ségrégation ni l'apartheid, depuis l'abolition de l'esclavage dans les colonies sous la Révolution et malgré sa restauration par Napoléon Bonaparte, eh bien, a été supprimée définitivement en 1848, eh bien, n'en a eu droit de cité dans les lois françaises, à l'opposé évidemment de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il a fallu la guerre de sécession de 1861 à 1865, puis beaucoup plus tard encore, le mouvement, alors pour que soit aboli l'esclavage, n'est-ce pas, par le 13e amendement, et beaucoup plus tard, eh bien, c'est-à-dire au XXe siècle, avec le mouvement des droits civiques, qu'on mette fin à la ségrégation. On le voit, n'est-ce pas, ce problème de la place des communautés, eh bien, ne s'est pas posé seulement sur le plan social, comme souvent on le traite, c'est-à-dire en ne voyant que la dimension sociale, mais aussi et d'abord sur le plan historique, juridique et politique. Des histoires différentes ont porté des droits différents. Alors, dernier article, l'article 3, et des deux derniers articles, de là découle évidemment la volonté de ne pas reconnaître la place des sections du peuple. Alors aujourd'hui, il s'agit des communautés, n'est-ce pas ? Il n'y a pas, dans l'exercice de la souveraineté, non pas en général, mais dans l'exercice de la souveraineté, pas de loi différente de celle de la communauté nationale. Autrement, donc les partis et les groupements politiques, qui jouent un rôle, n'est-ce pas, dans l'exercice de la politique, doivent le faire dans le respect des principes de la Constitution. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas, dans la Constitution sous laquelle nous vivons en France. Alors, pour le résumer en un mot commençant, dans notre droit constitutionnel, il n'y a pas d'autre communauté politique en France que la communauté nationale. Il n'y a pas de place pour d'autres communautés. Et bien sûr, on dira qu'avec la loi de décentralisation, on a donné une place aux collectivités territoriales. Mais il ne s'agit pas de communautés, puisque, en fait, elles exercent leurs prérogatives dans le cadre prévu par les lois de la communauté nationale. Pourtant, voilà notre problème. Avec l'arrivée de nouvelles populations qui ont accédé à la citoyenneté française, eh bien, on a relancé le débat en se demandant si, en vérité, il ne faudrait pas aligner la France sur l'organisation américaine pour permettre une place plus fondamentale, plus élargie aux communautés, à leurs règles, leurs lois, leurs mœurs, même pour certains, si leurs lois et leurs mœurs entrent en contradiction avec les lois républicaines. C'est ça qu'on appelle le communautarisme. Alors, où en sommes-nous ? Je vais vous poser, si vous le voulez bien, aux uns comme aux autres, c'est-à-dire à Alexandre Adler, à François Guéry et à Alexis Lacroix, 3 questions. Devons-nous aligner la politique juridique de la France sur celle de l'Amérique, au motif au fond qu'elle garantirait mieux les libertés ? Deuxième question, quelle place devons-nous faire aux communautés ? Faut-il l'élargir, cette place ? Troisième question, est-ce qu'il y aurait néanmoins une limite ? Alexandre, je commence par vous. Que nous dites-vous sur l'alignement de la politique française sur la politique américaine ? Qu'en pensez-vous ? Bien entendu, je sais que l'examen ne sera, je n'obtiendrai ma bonne note que si je réponds oui. Alors, je réponds donc oui. Deuxièmement, nous ne devons pas aligner notre politique sur la politique américaine, mais je crois qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Lesquelles ? Eh bien, tout simplement, l'expérience de la France. L'expérience de la France est absolument extraordinaire et perpendiculaire à tout ce qui a été fait ailleurs, y compris d'ailleurs dans l'abolitionnisme où les Anglais
nous ont précédés et l'ont fait véritablement en interdisant la traite. Je ne dirais pas jusqu'à dire que leur anti-esclavagisme a précipité l'indépendance de l'Amérique. Ce serait quand même un renversement ridicule, mais je ne le ferai donc pas. Mais il est vrai que oui, la France a été absolument la seule pendant très longtemps. Il y a une exception française. Et c'est sous la Révolution que nous avons aboli l'esclavage. Nous avons avant aboli la loi anglaise. Absolument sous la Révolution. Il y avait déjà de nombreux esclaves émancipés à Saint-Domingue qui ont déjà participé aux États généraux. Et bien entendu, je vois encore dans les documents sur les généraux de la Révolution, Toussaint Louverture, le chef de l'insurrection de Saint-Domingue, est présenté comme un général de division de la République. Et quand je vois ce nom de Toussaint Louverture sur ce document, j'en pleure, c'est vrai, parce qu'il y avait Toussaint Louverture. Alors bien, ensuite de quoi, ça n'a pas été exactement pareil. On a voulu rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Saint-Domingue a fait la Révolution. Napoléon Bonaparte était plus nuancé qu'on croit sur cette question. Il a aboli. Mais enfin, il l'a fait. Il l'a fait sous l'influence de toute sa famille, là, de Saint-Domingue et de la belle Joséphine, qui, elle, évidemment, ne rigolait pas avec ça, avec l'esclavage. Elle voulait absolument le rétablir. Elle était elle-même propriétaire esclavagiste. Merci les Beauharnais. Mais toujours est-il que Bonaparte l'a fait, et il a fait bien d'autres choses comme cela, toujours porté par les femmes. C'est un homme sur lequel les femmes avaient un empire absolu. Mais non, ça ne fait rien, on en parle. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, ensuite, la Troisième République. C'est en France qu'on a commencé à voter dans les vieilles colonies, c'est-à-dire que Dakar, parce que Dakar a été finalement assimilé à Saint-Louis du Sénégal, qui a été le point de départ, qui est aussi le point de départ de la traite, est devenu un pays de droit français qui votait à l'Assemblée de Mais d'abord, la Seconde République, Victor Schœlcher, en 1948. La Deuxième République a aboli l'esclavage. Oui. Mais ensuite, elle a élu des Noirs au Parlement français. C'est vrai. Et donc la famille Gay, qui a été le premier ministre de Clémenceau, encore une fois, Clémenceau a été le premier, parce qu'il fallait effectivement s'occuper de la main-d'œuvre noire qui venait creuser les tranchées au péril de sa vie. Eh bien, c'est comme cela que Gay, député maire de Dakar, est devenu ministre de Georges Clémenceau et de la République. Et ensuite de quoi, un autre Antillais, un Guyanais cette fois-ci, qui était Félix Éboué, a été le président du Conseil d'Empire et le numéro 2 de la France libre, voulu par le général de Gaulle. Et auparavant, eh bien, Félix Éboué, qui était déjà rongé par les fièvres, avait été le premier Antillais, bien sûr, mais noir, gouverneur d'une colonie. Ça n'existait dans aucun pays. Mais le communautarisme, alors c'est pas pour cela qu'il n'y a pas de communautarisme. C'est Félix Éboué qui a fait cela. Et alors, il n'y a le meilleur hommage que le vice rend à la vertu, c'est encore Pétain qui a gardé un ministre noir dans le premier gouvernement. Il était bien Carteron, mais enfin, il était là. Et c'est les Allemands qui ont obligé Pétain à le révoquer. Oui. Et par conséquent... Singularité française. Même la France pétainiste hésitait sur cela. Et elle n'a d'ailleurs pas persécuté ses sujets, ses citoyens noirs, notamment du Sénégal ou des Antilles. Voilà ce qui est la vérité. Alors, bien entendu, c'était beaucoup moins bien que la Troisième République. Et c'est la raison pour laquelle le général de Gaulle a permis de ce ralliement de cet homme extraordinaire qui est Félix Éboué, qui était aussi un grand franc-maçon. Mais voilà la vérité de tout cela. Et écoutez, je crois que pour cette raison-là, la France a suivi son propre chemin, qui est un chemin d'intégration. Et bien entendu, il se trouve que les hasards de France Culture m'ont permis de connaître personnellement notre ami Gay. Et je dois dire que c'est un homme évidemment extrêmement courtois, extrêmement ouvert, mais que j'ai vu en lui une réticence terrible à l'idée dans cette discussion, parce que je lui ai parlé du rôle... Moi, je suis toujours... À l'idée de quoi ? Je lui dis quand même que le Parti communiste américain n'a cessé de se battre contre la ségrégation raciale, que Gershwin a fait Porgy and Bess, et qu'il y a une culture de la gauche américaine, largement juive, il faut bien dire. Mais là, on s'éloigne de la question du communisme. Non, je ne m'éloigne pas. Et qui a été décisive, au fond, dans la prise de conscience de l'apartheid, de même que
de même que, que Martin Luther King a toujours eu un véritable gourou, si j'ose dire, enfin un inspirateur, qui est Abraham Heschel, un grand philosophe juif. Et cela, c'est une chose qui l'a choqué. Non pas qu'il soit antisémite, il est le contraire de cela. Mais il ne voulait pas qu'il y ait une auto-instauration. Et cela, c'est une question importante et c'est la seule vraie question. Oui, effectivement, les Noirs n'ont jamais été seuls et c'est heureux. Oui, voilà, en France. Alors, François. Et en Amérique aussi. À votre tour, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce texte? Oui. Il est vrai, n'est-ce pas, que la France n'est pas, contrairement à ce qu'avait proposé notre ami Yazid Sabek, qui voulait instituer des statistiques ethniques, parce que, disait-il, la France a été un pays d'apartheid. Elle ne l'a en tout cas jamais été sur le plan juridique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Qu'est-ce que vous pensez du communautarisme, François? Il y a une difficulté, sinon une impasse actuelle, dans le traitement du communautarisme religieux. Bon, tout le monde le comprend. Et je pense que la référence qui s'impose, c'est pas ni à la Constitution de 58, ni à celle de 45, mais à la déclaration de 1789, sur laquelle je voudrais revenir. Mais elle est dans le texte, hein, puisqu'on dit qu'on le respecte. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Parce que c'est dans le texte, effectivement. Alors, dans la déclaration de 1789, on programme une république en général. Naturellement, il s'agit de la France, mais ça pourrait être une république en général. C'est la raison pour laquelle, donc, le citoyen est à la préséance absolue sur ses particularités, ses accidents, si je puis dire. L'universalisme contre le particularisme. Or, c'est une dénégation, il faut l'admettre. La France était un pays avec 3 États. Dans l'ordre, on les citait, le clergé, la noblesse, le tiers-État. Le clergé était donc le premier des États qu'il convenait, si on veut, de subvertir, de contourner, pour que le tiers-État devienne, comme il l'a dit... Pas seulement le clergé, la noblesse, puisque à la Déclaration des droits de l'homme, au serment des droits de l'homme, au serment, pardonnez-moi, n'est-ce pas, au moment de la discussion des 3 ordres, le tiers-État a déclaré qu'il formait les 3/4 de la France et que par conséquent, il était la nation. Oui, donc on a écarté non seulement le clergé, mais aussi bien la noblesse. Mais je sais. La question principale était de savoir si la France était, comme on a dit aussi, la fille aînée de l'Église, et si la variante du catholicisme romain, qui était le gallicanisme, pouvait demeurer quelque chose. Or, je pense que cette question était mêlée à celle de l'abolition des privilèges. Parce que rompre avec le clergé comme puissance temporelle, hein, je ne parle pas de puissance spirituelle, je parle de puissance temporelle, ça signifiait aussi rompre avec les privilèges. Donc, je pense que la rupture avec le clergé, c'est-à-dire en fait avec la partie de la France qui était religieuse, tenait à cette question de l'abolition des privilèges. Alors, j'irai très vite. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème parce que la communauté qui revendique un pouvoir temporel, je parle évidemment de l'islam, n'est pas privilégiée. On ne peut pas dire que se confondent la lutte contre les privilèges et la lutte contre une communauté religieuse qui aurait des ambitions politiques. Et c'est pourquoi, à mon avis, la France se retrouve embarrassée par ses propres principes. Oui, c'est parce que vous lisez l'histoire juridique de la France à partir de la Révolution française, mais si on la lit bien avant, c'est-à-dire à partir de l'édit de Nantes, on s'aperçoit que c'est pas ça, n'est-ce pas, le trend. Non, c'est pas ça, c'est au contraire. L'idée qu'il faut la neutralité de l'État pour assurer la coexistence de religions différentes, de millions de gens en face de millions de gens. Et ce n'est pas du tout la question des privilèges qui est une autre question. Les religions différentes, c'était les protestants, mais cette question a été réglée cruellement. Oui, non, mais donc ça, c'est fondamental, ce n'est pas la question religieuse. Alors, Alexis, vous, qu'en pensez-vous? Sur les 3 questions, l'américanisation de la politique juridique de la France, évidemment, il ne la faut pas. Ce serait aller à l'encontre de l'esprit des institutions de la Ve République. On vient de les rappeler avec la lecture de cet extrait de la Constitution, mais plus largement de l'être français en tant qu'il est une organisation juridique qui est neutre par rapport aux appartenances confessionnelles, mais aussi identitaires de ses citoyens. Donc tout ça, c'est vrai, il ne faut pas de section dans le peuple, tout ça, c'est vrai. Je pense en revanche qu'il y a, au-delà de la polémique
tout à fait malencontreuse d'ailleurs et mal intentionnée souvent contre la nomination de ce ministre de l'Éducation nationale. Il y a il y a une confusion qui entre... a toutes les cartes en règle. Et totalement, et qui est un homme très estimable. On ne le redira jamais assez. Et modéré. Mais comme on a peu de temps, je vais droit au but, pardonnez-moi. Je crois qu'il y a une confusion actuelle dans le débat entre deux choses. L'élargissement de l'universalisme républicain, qui est au fond l'approfondissement du caractère démocratique de notre République au travers d'un effort supplémentaire d'intégration et d'égalité. Au fond, c'est une politique que Jacques Chirac, en son temps, avec vous, avait conduite et que la gauche républicaine, aujourd'hui, propose. Donc ça, c'est bien. Et alors, l'élargissement. Et ça, c'est l'élargissement. Oui. Et de l'autre côté, il y a la dilution de l'universalisme républicain, qui est la voie communautariste. Mais je crois que malheureusement, dans le débat, une partie, disons, de la droite extrême, confond à dessein élargissement de l'universalisme et dilution de l'universalisme. Il faut rappeler ces distinctions absolument essentielles pour savoir de quoi l'on parle. Bon, je vous remercie beaucoup et nous avons normalement encore 1 minute, mais puisqu'on nous fait signe que nous ne l'avons pas, donc je vous rends le micro et je vous dis à bientôt et merci de votre attention.